croyais qu'on commence à l'heure. Bonjour. Bonsoir, merci d'être venu. Donc, je vais vous présenter la problématique du séminaire de cette année. Donc à la fois la question qui se pose, d'où un petit peu c'est venu et quels sont les enjeux pour moi. Et comme j'avais oublié que c'était enregistré, j'avais prévu de commencer par dire quelques conneries. Donc si je pars dans l'expérience, des petits propos qui seraient dignes de comptoir en fin de soirée, mais qui ont été vécus. Donc je me souviens d'une discussion dans une salle des professeurs après un déjeuner un peu arrosé parce que c'était la pré-rentrée, et puis une collègue qui dit moi le mariage homo, le mariage pour tous, au début j'avais pas d'avis, mais quand j'ai vu qui était contre, j'étais pour. Et ça m'avait rappelé un autre propos d'une autre amie en fin de soirée, pour le coup très alcoolisée à Marseille. Et c'était vers 2009, donc le propos n'était pas encore le même, l'enjeu du mariage pour tous n'était pas le même, et elle avait fini par dire « Est-ce que vous êtes pour le mariage homo, vous ?» Alors moi j'avais dit je sais pas, j'ai pas tellement d'avis, et toi ?» Et elle m'avait dit « Oui ». Et je fais « Mais pourtant t'es contre le mariage, donc pourquoi t'es pour le mariage homo ?» Et elle m'avait dit « Pour faire chier les cons ». Et bon, ces deux personnes sont des philosophes assez dignes, respectables et qui pensent beaucoup, donc il y a eu l'idée que par-delà le propos un peu rapide, il y a peut-être quelque chose derrière qui mérite d'être pensé. Et je pense qu'on a aussi pu faire l'expérience du fait qu'on peut assister à des discussions et voir des personnes qui prennent la parole, qui soutiennent des propos argumentés, qui soutiennent des principes avec lesquels on pourrait être d'accord, qui exposent des idées avec lesquelles on pourrait être d'accord, mais la manière qu'elles ont de les exposer est tellement désagréable, et tellement insupportable, et tellement odieuse qu'on a envie d'être pas d'accord. Ou en tout cas qu'on n'a pas envie de les écouter. Donc il y a des manières de parler qui font qu'on va ne pas s'intéresser aux idées qui sont proposées. Et tout ceci pourrait paraître sectaire, pourrait paraître irrationnel, pourrait paraître aussi communautaire. Voilà, je vais dans un camp juste parce que je préfère les gens qui sont là que les autres. En tout cas, pourrait paraître en contradiction avec l'exigence de s'orienter d'après la raison, de penser par soi-même, et d'agir, y compris en politique, intelligemment. Et en tout cas, du point de vue de la philosophie, c'est un scandale, ce genre de proposition. Et ça signifierait que si on admet qu'en politique on s'oriente comme ça, les humeurs peuvent légitimement l'emporter sur la raison, les préférences et les préventions irrationnelles sur la recherche objective de la vérité. Donc on ne tenterait pas de dépasser les préjugés de son milieu. Il y aurait une démission de la pensée, une réhabilitation de l'autorité, du relativisme. Et donc une telle position pourrait fermer une communauté fermée, pourrait fonder une communauté fermée, délimitée par des affinités préexistantes irraisonnées, incapable d'admettre le dissensus, l'altérité. Et donc ce serait l'affirmation d'une distinction première et inamovible entre amis et ennemis. En même temps, si on y regarde de plus près et qu'on va regarder d'autres types de justifications de cet ordre des engagements politiques, qui relèvent ainsi d'une logique affinitaire, on peut voir que suivre une logique de cet ordre peut au contraire faire bouger les gens, les lignes, peut conduire à se rapporter directement soit aux idées qu'on pouvait avoir, soit aux groupes avec lesquels on pouvait avoir a priori de la sympathie. Et là, je vais prendre un exemple historique qui indique à la fois la force d'une logique affinitaire et le fait que ça n'a rien à voir avec un enfermement identitaire. Donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale en Grèce, pendant la résistance grecque, où il y a un enjeu. La guerre civile commence à ce moment-là, finalement, en Grèce, entre la résistance communiste et la résistance anticommuniste qui est pilotée par Londres et par le roi qui est réfugié à Londres. Et il y a un officier qui est du côté anglais qui s'appelle Stéphanos Sarafis, donc qui dirige des troupes de résistance anglophiles. En 1943, il est arrêté par l'Hélas, c'est-à-dire la branche communiste des résistants. Il passe quelque temps en captivité, le temps d'aller d'un endroit à un autre, et dans ses mémoires ensuite, suite à cette captivité, il change de camp et il passe du côté des communistes, et il justifie ainsi son passage, et donc je le lis. Tout au long de notre détention, j'ai mieux étudié le caractère des officiers, et je me suis convaincu que je n'avais aucune communauté d'esprit avec eux.
aucune solidarité, des intérêts mesquins, des égoïsmes, un manque total de discipline et de respect mutuel. Je faisais la comparaison avec les partisans qui me gardaient, avec le peuple que je voyais dans les villages que nous traversions, et je comprenais que nous avions tort de vouloir créer un mouvement de résistance à part. Donc ça, c'est dans De la résistance à la guerre civile en Grèce, à la Fabrique, page 61, que c'est cité. Donc sa cause initiale finit par passer au second rang, non pas suite à des arguments, mais parce qu'il a fréquenté des gens qui étaient de meilleure compagnie et qui avaient des meilleures manières d'être qui pour lui étaient préférables. Donc il n'était pas mesquin, il n'était pas plein d'irrespect, il n'était pas égoïste. Donc finalement, on a le passage d'un camp à un autre qui est déterminé en fonction de l'appréciation de certains compagnons qui valent mieux d'autres. Dans le même ordre d'esprit, il y a un passage qui m'a marqué chez la philosophe Simone Weil. Donc elle est connue pour avoir soutenu des positions pacifistes très longtemps, jusqu'en 1938. Et en 1943, elle a écrit une note pour elle-même, mais où elle indique qu'avoir soutenu ces positions pacifistes, comme elle l'a fait, était une erreur criminelle, irresponsable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ajoute cela. Elle dit « À cette époque, j'étais pas bien, donc j'étais malade, donc j'étais souvent enfermée chez moi, donc je ne suis pas assez sortie et je n'ai pas fréquenté les gens qui soutenaient des positions pacifistes. Et donc j'ai pas causé avec eux, je les ai pas fréquentés, et donc je n'ai pas su qui ils étaient, et je n'ai pas su avec qui je parlais. Et si j'avais fréquenté ces gens-là et que je les avais vus, je n'aurais pas pu parler avec eux. » Alors évidemment, elle dit ça avec le recul, et depuis, ils ont tous été du côté de la collaboration, donc elle peut, avec le recul, dire qu'ils étaient mal engagés. Mais néanmoins, il y a cette idée que des principes auxquels elle tient, parce qu'elle est vraiment pacifiste, tous ces textes sur une dizaine d'années sont des textes contre la guerre. Elle dit « Je n'aurais plus publiquement assumé des positions pacifistes si ça avait été mêler ma voix à la leur. » Donc, la prise en compte de qui parle, de son caractère ou non fréquentable, conduit à bouger, et si ce n'est à revoir les principes, du moins à revoir ses prises de position publiques, ses engagements. Donc la logique affinitaire produit des orientations qui bougent et qui tiennent compte des rencontres, de ce que produit aussi le fait d'être affecté par les autres, non pas seulement par leurs idées, mais par leur manière. Et donc elle relève d'une sensibilité à l'autre, à sa manière d'être, qu'il faudra préciser. Et encore une fois, cela peut paraître irrationnel, et en même temps, c'est une manière de reconduire le problème du rapport entre la raison et la sensibilité, et de le produire différemment en politique. Et la formulation de ce problème, on la trouve posée de manière la plus radicale dans la philosophie de Hannah Arendt, puisque elle affirme clairement qu'on peut faire passer en politique ses amis avant la vérité, et même que ça a du sens politique de faire passer ses amis avant la vérité. Donc je vais la suivre quelques temps, et je vous distribue quelques textes sur lesquels je vais m'appuyer. Donc, dans ces textes, dans deux textes, Hannah Arendt pose le problème de la manière la plus dramatique, parce que, donc, d'une part, elle affirme qu'on peut préférer les amis à la vérité, et d'autre part, elle parle bien de vérité. Et elle parle bien du fait qu'on peut assumer avoir tort avec ses amis. Donc dans ces deux textes que je vous ai reproduits, elle reprend les termes de Cicéron pour, en fait, rejeter le fait qu'il y ait, en politique, des critères de jugement objectifs. Et elle y substitue un critère de jugement amical, ou le critère du choix d'une compagnie. Donc elle le fait dans un premier article, donc la crise de la culture, où elle reprend, dit-elle, une étrange affirmation de Cicéron, qui est, je vous l'ai reproduite, il existe une étrange affirmation de Cicéron qui sonne comme s'il l'avait délibérément forgée pour contredire le lieu commun de la Rome de l'époque. J'aime Socrate, j'aime Platon, mais j'aime encore plus la vérité. Ce vieil adage, qu'on l'accepte ou non, doit avoir blessé le sens romain de l'humanitas, de l'intégrité de la personne en tant que personne, car la dignité humaine et la valeur personnelle y sont, avec l'amitié,
sacrifié à la primauté d'une vérité absolue. Rien, en aucun cas, ne pouvait être plus éloigné de l'idéal d'une vérité absolue et contraignante que ce que Cicéron dut dire, du DUT. Je préfère au nom du ciel m'égarer avec Platon plutôt que voir juste avec ses adversaires. C'est une affaire de goût que de préférer la compagnie de Platon et la compagnie de sa pensée, même s'il doit nous égarer loin de la vérité. À coup sûr, une affirmation très téméraire, outrageusement téméraire même, surtout parce qu'elle concerne la vérité. Donc ça, c'est le premier texte. Et dans un deuxième texte, elle reprend cette idée, donc dans les questions de philosophie morale, qui sont reproduites dans un volume qui s'appelle Responsabilité et jugement. Et elle est en train, là, de rechercher des critères de jugement pour les questions morales et pour les questions politiques. Et après tout un examen, elle constate que les critères ont toujours quelque chose de subjectif à la fin. Et pour montrer que finalement, que les critères de jugement moraux et politiques, que cette subjectivité ne les disqualifie pas et a quand même une consistance, de nouveau elle se réfère à Cicéron, qui, dit-elle, discute les opinions opposées des philosophes sur certaines questions qui sont sans intérêt pour notre propos. Quand il en vient à décider lequel d'entre eux a raison et lequel a tort, soudainement et de façon inattendue, il introduit un critère tout différent. Il écarte la question de la vérité objective et dit que, s'il avait le choix entre les opinions des pythagoriciens et celles de Platon, par Dieu, il préférerait avoir tort avec Platon que d'être dans la vérité avec ces gens-là. Et il laisse son interlocuteur dans le dialogue souligner encore une fois ce point. Lui non plus ne serait pas gêné du tout d'avoir tort et de s'égarer avec un tel homme. Donc, ces deux fois, Arendt reprend un propos des Tusculanes de Cicéron, première partie 17, dialogue, où un auditeur dit « Je sais combien vous estimez Platon, je le trouve admirable dans votre bouche, et j'aime mieux me tromper avec lui que raisonner juste avec d'autres. » Et Cicéron répond « Je vous en loue, et moi de mon côté, je veux bien m'égarer avec un tel guide. » Donc, c'est éminemment paradoxal, et ça s'oppose à tout ce que prône la philosophie depuis Platon, et notamment depuis une phrase d'Aristote qui est restée célèbre, justement, sur le fait que Platon nous est cher, mais nous préférons la vérité. Je vous ai mis Aristote, là, à la fin de la première page. Aristote, au moment où il s'apprête à critiquer la théorie des idées de Platon, écrit cela, « Laissons tout cela, il vaut mieux sans doute faire porter notre examen sur le bien pris en général, et instituer une discussion sur ce qu'on entend par là, bien qu'une recherche de ce genre soit rendue difficile du fait que ce sont des amis qui ont introduit la doctrine des idées. Mais on admettra peut-être qu'il est préférable, et c'est aussi pour nous une obligation, si nous voulons du moins sauvegarder la vérité, de sacrifier même nos sentiments personnels, surtout quand on est philosophe. Vérité et amitié nous sont chères l'une et l'autre, mais c'est pour nous un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité. » Donc, du point de vue de la vérité, du point de vue de la philosophie, on préfère la vérité et on sacrifie les amis, et les amitiés et les sentiments n'ont rien à faire en matière d'examen des idées. Donc, Arendt s'appuie sur Cicéron pour aller contre cette tradition de la philosophie qui balaye la sensibilité et l'amitié. Et ce qu'elle admet, c'est qu'on prenne le risque d'avoir tort pour pouvoir penser et parler avec des amis. Et en tout cas, pouvoir penser avec quelqu'un, pour pouvoir être en compagnie, va être un critère pour s'orienter dans la pensée. Là, je la cite, j'ai mis la citation ensuite. « Il vient un moment où les normes objectives, la vérité, cèdent la préséance aux critères subjectifs, lequel porte sur la sorte de personne que je souhaite être et avec laquelle je souhaite vivre. » Et cette position paradoxale, elle a un sens du point de vue de la politique. Ce qu'elle indique dans le passage suivant. « J'espère qu'il est devenu plus clair pourquoi j'ai soulevé, au moyen de Cicéron, la question de savoir avec qui nous voulons être. J'ai tenté de montrer que nos décisions quant au juste et à l'injuste dépendront de quelle compagnie nous choisissons, de ceux avec qui nous souhaitons passer notre vie. La probabilité pour que quelqu'un vienne nous dire qu'il s'en moque et que n'importe quelle compagnie fera l'affaire est, je le crains, bien plus forte. D'un point de vue moral et politique, cette indifférence, bien qu'assez commune, est le plus grand danger. En liaison et à peine moins dangereux, il y a un autre phénomène moderne très courant,
la tendance générale à refuser complètement de juger. C'est de la mauvaise grâce ou de l'inaptitude à choisir sa compagnie, ainsi que de la mauvaise grâce à se relier aux autres par le jugement, que proviennent les scandales réels, là est l'horreur et, en même temps, la banalité du mal. Donc là, il y a beaucoup de choses d'un coup, mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est l'idée que, du point de vue de la politique, ça a un sens de faire passer les amis avant la vérité, ou au moins de prendre le risque d'avoir tort, du moment qu'on est en compagnie, sur cette position, de gens avec qui on a envie d'être en compagnie. Donc, ce que je veux examiner à partir de là, c'est cette idée que, voilà, ça c'est ma proposition, c'est à condition de s'orienter d'après le choix d'une compagnie, en fonction d'affinités, qu'on se rapporte politiquement aux autres, au monde et aux idées. Ce qui signifie que la pensée politique ne peut pas être abstraite des personnes qui la formulent, de la manière dont elles la formulent et dont elles l'incarnent, et d'abord de la manière dont elles l'élaborent. Et que c'est ça qui fait précisément qu'une pensée est politique. Donc ça, c'est l'idée que je voudrais examiner. Et pour continuer à poser le problème, cette sensibilité au fait de parler avec, de penser avec, pour l'anecdote, Arendt la manifeste elle-même dans ses écrits philosophiques. Et on le voit notamment dans son introduction, dans la condition de l'homme moderne, au chapitre sur le travail. Dans cette introduction au chapitre sur le travail, elle écrit ceci. On trouvera dans ce chapitre une critique de Karl Marx. Cela est gênant à une époque où tant d'auteurs ont décidé de devenir des anti-marxistes professionnels. Devant cette difficulté, on m'excusera de rappeler ce que dit un jour Benjamin Constant quand il se vit contraint d'attaquer Rousseau. J'éviterai certes de me joindre aux détracteurs d'un grand homme. Quand le hasard fait qu'en apparence je me rencontre avec eux sur un seul point, je suis en défiance de moi-même, et pour me consoler de paraître un instant de leur avis, j'ai besoin de désavouer et de flétrir autant qu'il est en moi ces prétendus auxiliaires. Donc là, encore une fois, deux choses. C'est délicat, dans un moment politique anticommuniste, de critiquer Marx. Et en même temps, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de critiquer Marx qu'on ne peut pas le critiquer. Donc la compagnie n'empêche pas non plus le jugement. Donc on n'est pas dans quelque chose qui serait une fermeture idéologique où, pour parler avec ses compagnons, on admettrait n'importe quoi sans critique. Mais néanmoins, on continue à se soucier de avec qui on va parler si on pose telle critique. Donc, ça engage à réfléchir à ce que cela signifie penser avec. Et afin de préciser encore un petit peu ce que je veux proposer et qu'on ne parte pas trop vite sur de fausses pistes, il ne faudrait pas s'arrêter en comprenant tout ça à penser que Arendt oppose d'un côté les gens, les amis, de l'autre côté les idées. C'est plus compliqué. Et on le voit dans le texte qui suit le texte de la crise de la culture que j'ai lu tout à l'heure, à la toute fin de l'article. Elle écrit cela. Le contexte est celui de la critique de ceux qui arrivent dans le champ politique en position d'experts, en position de philosophes, en position de compétents, et donc qui voudraient apporter la vérité du dessus sans rentrer dans le jeu politique justement d'échanges, de rencontres et de discussions. Et à cette compétence ou à cette expertise, elle oppose le sens commun du citoyen. Et cette idée de sens commun, j'y reviendrai, parce que c'est fondamental pour comprendre tout ça. Mais le sens commun, ça se forme en commun, à plusieurs. Même en prenant en compte les pensées des autres, même s'il ne peut pas y avoir discussion. Et donc ce sens commun, dit-elle, est lié à une culture qui revient à savoir choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées. Donc ça, c'est important parce que la compagnie des gens qu'on souhaite va avec une compagnie de certaines idées ou une compagnie de certaines choses, en particulier des œuvres d'art ou des choses qui peuvent rester, des choses du monde. Donc, ce qu'elle indique, et ce qui est intéressant aussi, c'est que le choix des idées, et notamment le choix des idées morales et politiques, repose sur une part d'irrationnel et d'affectivité. C'est-à-dire que si on aime les idées, si on choisit des idées pour compagnes, c'est qu'on les choisit comme on peut choisir des gens pour compagnons, parce qu'elles ont des manières d'être qui nous séduisent,
En tout cas, c'est lié à un goût et c'est pas lié à une déduction, c'est pas lié à la raison immédiatement. Donc ce qui est posé là, c'est qu'il y a c'est l'idée de sensibilité aux idées et de sensibilité au raisonnement, de sensibilité à la raison. Qui s'articule à une sensibilité aux gens, parce qu'encore une fois, des idées, elles sont toujours écrites, elles sont toujours dites, et il y a toujours une matière dans laquelle elles s'incarnent, qui est produite par des gens qui ont telle manière d'écrire, telle manière de dire. Avant d'exposer les enjeux, je voudrais ajouter une dernière chose pour, encore une fois, montrer le problème et le dramatiser un petit peu. Si on allait vite avec ce que j'ai dit jusqu'à présent, on pourrait penser que Arendt prône ainsi un choix de la compagnie qui est fermé. Ça pourrait indiquer qu'en politique, ce qui compte, c'est de pouvoir choisir ceux avec qui l'on est, peu importe les autres. Encore une fois, ça pourrait être penser la politique vraiment sur une opposition entre amis et ennemis, et c'est pas du tout ce qu'elle fait. Donc il faut aussi garder en mémoire l'idée que pour Arendt, le principe premier de la politique, c'est la pluralité humaine. C'est-à-dire que le fait que les hommes coexistent sur Terre et qu'ils sont plusieurs et qu'ils sont différents et que cette pluralité, elle est irréductible et il ne s'agit pas du tout d'essayer de la réduire. C'est-à-dire que pour elle, le cauchemar totalitaire, c'est au contraire de réduire la pluralité et de réduire l'humanité au même. Et pour bien poser cela, j'ai pris quelques citations du dernier livre de Judith Butler, Rassemblement, qui est paru en automne dernier, où elle s'appuie sur Hannah Arendt, et je vous ai mis quelques citations ici, pour insister sur le fait que que la condition politique de l'homme est qu'il ne choisit pas ceux avec qui il vit. Nous ne choisissons pas nos compagnons d'existence. Ni dans notre quartier, dit-elle, ni dans notre pays, ni dans le monde. Donc quelques citations. Le caractère non choisi de la cohabitation terrestre est la condition de notre existence même en tant qu'être politique et éthique. L'hétérogénéité de la population terrestre est une condition irréversible de la vie sociale et politique. Nous devons créer des institutions et des politiques qui affirment et préservent de façon active le caractère non choisi d'une cohabitation ouverte et plurielle. La proximité non voulue et la cohabitation non choisie sont les conditions préalables de notre existence politique. S'il est possible que des populations entières soient anéanties en vertu d'une politique génocidaire, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent choisir avec qui ils doivent habiter sur Terre. Nous vivons ensemble parce que nous n'avons pas le choix, et s'il nous arrive parfois de râler contre cette condition non choisie, nous restons tenus de nous battre pour affirmer la valeur ultime du monde social non choisi. Donc, si on s'arrête là, choisir ses compagnons, c'est un problème. C'est un problème parce que ça peut être une négation de la condition politique de l'homme, et ça peut être aussi l'origine d'une logique au moins séparatiste, ségrégationniste, voire génocidaire. Donc il ne s'agit évidemment pas de ça. Donc pour l'instant, ce que je vais juste dire, c'est que sans résoudre le paradoxe, il signale que valoriser le choix de la compagnie n'équivaut pas à promouvoir l'homogénéité, ni le communautarisme, ni le refus de toute altérité. Donc ce n'est pas là ce qui se joue là. Et il faut voir exactement en quoi. Dernière chose, avant de présenter ce qui sont pour moi les enjeux. Ça, c'était l'ensemble de questions dont j'étais partie quand j'ai fait le projet de programme en décembre-janvier dernier. Et ensuite, il y a eu tout un mouvement social auquel on est quelques-uns ici à avoir un petit peu participé. Et ce mouvement social a été caractérisé par beaucoup d'influences, d'idées autonomes, anarchistes, etc., dans lequel la critique des organisations traditionnelles, la critique des groupes, la critique des partis, la critique de la fabrication d'un nous, dans ce qu'il peut avoir d'oppressant, conduit à mettre en avant le motif affinitaire pour penser les regroupements. Et en tout cas, ce terme d'affinité, il est sans cesse posé et revendiqué.
Et il indique une manière de faire groupe sans faire nous, de se regrouper de manière fluctuante en fonction d'attractions, d'objectifs communs qui peuvent être ponctuels et non reconduits. Et donc ça désigne des communautés qui sont mobiles, qui sont mouvantes. Et cela va avec aussi le refus d'être des groupes constitués et d'avoir un corpus théorique contraignant. Voilà, ce qui rassemble, ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des idéologies, ce ne sont pas des appartenances identitaires partisanes, ce sont des affinités, avec le flou qu'il peut y avoir là. Donc, ces affinités, elles sont à la fois mobiles et à la fois, il y a quand même une certitude qui est celle qu'il y a quand même des camps qui sont irréconciliablement ennemis, quoi. Quand même, oui, je pense, divisés. Et notamment, pour ce qui est du mouvement en question, voilà, le camp capitaliste, patriarcal, etc. Si on prend le problème par là, prendre le problème par là conduit à revoir un petit peu tout ce que j'ai dit, puisqu'on retrouve là, dans ces structures, l'idée que les affinités passent encore une fois avant la pensée, avant le corpus idéologique. Il faut voir jusqu'où. Donc à partir de là, on peut faire une petite remontée et essayer une histoire de la pensée affinitaire ou une histoire de la pensée des rapports entre amitié, compagnie et raison, vérité, pensée. Et dans la mesure où, vu ce qui structure aussi de tels petits groupes, qui semblent avoir vocation à rester de petits groupes, se pose aussi une question qui est très classique, qui est qu'est-ce qui distingue le regroupement affinitaire du complot, de la conspiration, de la conjuration, de la bande, de la troupe. Donc ça, c'est un problème qui court toute une tradition et qu'on peut faire remonter au moins au discours de la servitude volontaire de la Boétie, dans lequel la Boétie oppose au fait de penser en étant sujet à la raison, le fait de penser parce qu'on est en compagnie et qu'on échange des idées, et donc la notion de compagnie est première pour penser justement la réflexion commune, et immédiatement la Boétie a le souci de distinguer la compagnie du complot. Donc être une compagnie, ce n'est pas être un complot. Et en même temps, les exemples historiques qu'il donne d'hommes qui auraient été dignes de compagnie, ce sont des hommes qui ont monté des conjurations contre des tyrans et qui sont allés assassiner des tyrans. Donc le rapport entre compagnie et complot apparaît tout de suite comme complexe. Et au XVIIIe siècle, le terme de compagnie est très présent pour penser les salons dans lesquels s'établit la pensée du goût en commun, mais la compagnie, ça désigne aussi, si on regarde le dictionnaire de Diderot, la compagnie, ça désigne aussi la troupe, la bande. Donc il y a à la fois l'idée que la compagnie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la société et qui est une manière de faire société qui est valorisée, dans laquelle il y a du goût, etc. La pensée se forme en commun, et c'est aussi la bande, la troupe. Si je fais un saut dans le temps, au XIXe siècle, on trouve chez Baudelaire, et là je renvoie au livre de Pierre Pachet, Solitude et complot, sur la politique de Baudelaire. Donc on trouve chez Baudelaire une idée de la conspiration ou du complot qui a pour but, dit-il, non pas de prendre le pouvoir mais de déménager la société. Et tout ce qu'il dit de ce complot ou de cette conspiration, en tant que c'est fondé sur une sympathie partagée, sur la confiance mutuelle, sur le fait que ça donne confiance en sa propre vitalité et que ça permet de croire en l'avenir, tout ce qu'il dit du complot et de la conspiration pourrait s'appliquer à ce que nous on appelle affinité ou compagnie, en fait groupe politique tout simplement. Donc là, ça reste assez entremêlé. Et pour faire encore un saut et un bref passage dans À nos amis, dont le titre suffit évidemment à affirmer la logique affinitaire,
dans l'avant-dernier chapitre sur la commune, il est rappelé que la commune est ramenée à la conjuration, et il est rappelé que la conjuration, c'est le serment de tenir ensemble, et que cela définit, je cite, une qualité de lien et une façon d'être dans le monde. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on revient aux manières d'être et aux qualités de lien. Qu'est-ce qui fait une conjuration, qu'est-ce qui fait une commune? C'est que des gens ont une manière d'être par rapport au monde, une manière d'être ensemble. Et ce rapport entre affinité et manière d'être, il doit être pensé. Je note quand même à ce propos que dans leur définition, le comité invisible, là, ils enlèvent complètement de l'idée de conjuration le fait que ça consiste à être unis par des liens de fidélité afin de renverser le pouvoir en place. On retient juste être unis par des liens de fidélité. Mais derrière, évidemment, on sait très bien ce que c'est qu'une conjuration. Mais en même temps, l'idée est que le simple fait de former une commune, c'est-à-dire un groupe qui soit uni par une qualité de lien et de manière d'être, devrait suffire à destituer le pouvoir. On va pas suffire tel quel, mais voilà. Et dernière chose, on pourrait ajouter l'idée de conspiration. La conspiration, c'est conspirer, se mettre ensemble pour commettre un attentat ou pour commettre un crime, mais ça peut être ramené par toute une série de groupes au fait simplement de respirer ensemble. Donc pareil, on enlève le côté conspirationniste, complot, etc. pour garder, c'est une manière d'être ensemble en fait et en plus qui fait respirer. Donc qui a quelque chose de libérateur dans la manière d'être ensemble. Et donc là, je vous cite juste ce qu'il y a sur la page de Soyons sauvages. Conspirer veut dire respirer ensemble, et c'est ce dont nous sommes accusés. Ils veulent nous empêcher de respirer, parce que nous avons refusé de respirer violemment dans leur lieu de travail asphyxiant, dans leurs rapports individuels, familiaux, dans leurs maisons atomisantes. Il y a un attentat que nous confessons avoir commis, c'est l'attentat contre la séparation de la vie et du désir, contre le sexisme dans les rapports interindividuels, contre la réduction de la vie à une prestation de salaire. Ça, pour retenir que de la logique affinitaire à la logique conspirationniste, c'est mouvant, c'est pas clairement séparé. Et donc, la question se pose, parce que c'est quand même une question traditionnelle en philosophie politique, de savoir qu'est-ce qui distingue une communauté politique d'une bande. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'État et la mafia, pour le dire, ou chez Saint-Augustin, qu'est-ce qui distingue l'État de la bande de brigands. Donc là, qu'est-ce qui fait que le groupe est politique, ou qu'est-ce qui fait que c'est juste une bande? Et est-ce que la différence, en fait, a un sens? En attendant, se lier par affinité, dans tous les cas, consiste à se lier indépendamment des liens sociaux et politiques qui ont cours, et notamment, à un moment, des liens partisans. Donc ça, c'est important, et c'est important y compris chez Hannah Arendt, d'où je suis partie, puisqu'il faudrait relier ce qu'elle écrit sur le choix de la compagnie avec sa critique des partis politiques soumis à l'électoralisme et sa promotion de toutes les formes alternatives justement de regroupement que sont les clubs pendant la Révolution française, les communes, les conseils, que ce soit les conseils au début de la Révolution de 17 ou les conseils à Budapest en 1956. Donc il s'agit, en pensant la compagnie, en tout cas, de penser des regroupements qui ne sont pas de l'ordre des regroupements partisans, qui ne sont pas de l'ordre des regroupements fondés sur des idéologies, et qui ne sont pas de l'ordre de regroupements qui s'adossent à des expertises. Mais quelque chose y a une grande importance, comme je l'ai déjà indiqué, ce sont les manières d'être. Et le fait de se connaître, de se côtoyer, et de pouvoir bâtir des relations de confiance sur des relations de proximité. Et cette question des manières engage donc un rapport esthétique aux autres et à la politique. Donc ça, j'y reviendrai, mais parler de manière, ça renvoie à parler du goût,
tout cas au XVIIIe siècle, quand se théorise la question du jugement de goût, à un moment justement où on veut libérer la pensée et le jugement de l'emprise des règles, donc d'une rationalité trop grande, le goût juge de tout un tas de choses, et notamment des manières. En tout cas, les manières d'être, que ce soit dans l'art ou que ce soit finalement dans la vie éthique ou dans la vie politique, c'est quelque chose qui ne rentre pas sous la règle. Et c'est quelque chose qu'on va goûter, qu'on va apprécier, mais d'après des manières qui échappent à la rationalité. Et donc il faudra montrer comment elles se constituent. Tout ça pour dire que prendre le problème politique par là, par cette question des affinités et de l'importance des affinités, c'est proposer l'idée qu'on peut avoir un rapport esthétique à la politique, ou même qu'il y a une esthétique de la politique. Et quand je parle d'esthétique de la politique, je ne veux pas dire qu'il faudrait esthétiser la politique au risque de la dépolitiser. Il ne s'agit pas d'aller regarder ce qui est beau ou sublime, que ce soit dans la politique, dans un discours ou dans une manifestation. Mais, encore une fois, ce qui pourrait avoir des effets totalement dépolitisants. Mais ça revient à penser le ressort esthétique de la politique, c'est-à-dire ceux qui, dans leur sens, dans leur sensibilité, conduit les gens à se lier les uns aux autres et à se confronter ensemble au monde. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on se met à s'intéresser à la politique, qu'est-ce qui fait qu'on sort dans la rue, et qu'est-ce qui fait qu'on sort dans la rue avec telle personne et pas telle autre, et sur tel sujet et pas tel autre. Et parler d'esthétique de la politique, c'est prendre en compte l'expérience que, de même qu'il y a des gens, des personnalités qui sont particulièrement sensibles au temps qu'il fait, il y a des personnalités qui sont particulièrement sensibles à ce qui se passe politiquement dans le monde, et qui sont affectés dans leur personne même à ce que les hommes se font les uns aux autres, ou à ce que les hommes subissent du fait de l'organisation politique du monde. Donc généralement on pense l'engagement, donc le fait justement d'intervenir dans le champ politique, dans les mouvements politiques. Avant l'engagement, on peut penser, le nom est pas très beau, mais il a fini par s'imposer ces dernières années, le concernement, le fait d'être concerné. Et donc la sociologie morale étudie beaucoup les procédures de ce concernement. Et en deçà de l'engagement et du concernement, je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme une sensibilité politique qui fait qu'on ressent le monde politiquement. Et on ressent ce qui se passe dans le monde politiquement, et on peut ressentir ce qui se passe dans le monde politiquement à des tas d'endroits différents. On peut le ressentir en se promenant dans la rue et en voyant la 10e voiture de police de la journée. Ou on peut le ressentir dans des relations d'ordre intime dans lesquelles on sentirait l'emprise de pesanteurs politiques, de rapports de domination, de rapports patriarcaux ou de choses de ce genre. On peut aussi le sentir, l'éprouver quand on trouve des lois, des discours absolument insupportables et qu'on ne s'imagine tout simplement plus pouvoir continuer à vivre de la même façon comme ça. Donc il y a une sensibilité et proprement politique qui indique pas qu'on sympathise avec telle ou telle personne, pas forcément, qui indique pas qu'on est particulièrement de sens civique, mais qu'on est affecté en soi-même par ce qu'il se passe d'ordre politique. Et si on part de cette idée de sensibilité politique, de sensibilité à la politique même, peut-être qu'un détour par l'écriture politique ou l'écriture littéraire peut voir comment cette sensibilité s'exprime. Et ça, j'espère avoir l'occasion d'y venir de temps en temps, mais juste pour donner un exemple, pour le plaisir, je pense à Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, qui est un roman entier sur la sensibilité politique. On peut vraiment le voir comme un roman sur la sensibilité politique, dans lequel vous avez un personnage, Septimus, qui est précisément le poète, celui qui a la sensibilité poétique, et sa sensibilité poétique est inséparable de sa sensibilité politique. C'est-à-dire que depuis qu'il est allé faire la Première Guerre mondiale dans les tranchées dans lesquelles il a vu mourir devant lui son meilleur ami, son corps résonne entièrement de toutes les souffrances politiques qui se passent dans le monde. Et ça lui rend la vie invivable, véritablement invivable.
Et donc cette sensibilité politique fait que, je cite un passage, des hommes étaient bloqués dans les mines, des femmes brûlées vives, et tout ça il le ressent, et ça l'empêche de vivre son présent, et d'être simplement sensible à la quotidienneté qui se passe autour de lui. À tel point qu'il sert, et je cite Virginia Woolf, d'interprète avec effort, avec souffrance, à l'humanité. Donc là, la sensibilité politique et la sensibilité poétique sont entremêlées, au sens où la sensibilité poétique permet de servir d'interprète et de donner une voix aux souffrances du monde auxquelles il est sensible politiquement. Et dans ce roman, encore une fois, tous les rapports de domination peuvent être ressentis dans une même expérience. C'est-à-dire que quand Septimus va chez le psychiatre et qu'il l'entend parler, se noue dans ce qu'il éprouve face à ce discours normatif et d'une grande violence, à la fois finalement la violence du pouvoir psychiatrique, mais aussi la violence du pouvoir de normalisation de la classe dominante anglaise sur les classes ouvrières, et en même temps le pouvoir impérial, colonial de la métropole anglaise sur l'Inde, et le pouvoir aussi des hommes sur les femmes. Et tout ça s'éprouve finalement dans la même expérience, et de manière entièrement sensible. Donc quand je parle d'esthétique de la politique, il ne s'agit pas de chercher ce qui est beau dans la politique, au détriment des enjeux politiques. Il s'agit de retrouver cette saisie esthétique de la politique, et même de supposer l'idée que la politique, les engagements politiques s'ancrent dans une telle saisie esthétique du monde, dont je suppose, et c'est là le lien aux affinités, qu'elle est liée à un goût des autres, à un goût de la coexistence en général, c'est-à-dire au fait d'être sensible au fait que nous sommes plusieurs, et à un goût de certains autres, affinitaires, d'autre part. Et que sans avoir le goût de la compagnie, et sans avoir, grâce à ce goût de la compagnie, peut-être le goût des autres en général, même de ceux qui ne sont pas compagnons, il n'y a pas de sensibilité politique. À présent, donc, je vais présenter ce que sont pour moi les enjeux de l'exploration de ce paradoxe. Donc, premièrement, il conduit à réfléchir à ce que c'est que la politique et à ce qui compte dans le tissage d'un lien politique. Pour reprendre une citation que j'ai mentionnée tout à l'heure, donc lorsque Hannah Arendt dit que nos décisions quant au juste et à l'injuste dépendront de quelle compagnie nous choisissons, elle ne veut pas simplement dire que nous sommes influencés par les opinions de ceux que nous fréquentons. Ça, ce serait pas très original et ça n'aurait pas été la peine de l'écrire. Mais ce que je comprends, c'est ceci: fréquenter telle personne, aimer telle compagnie, c'est déjà préférer des manières d'être ensemble, des manières de régler la vie en commun. C'est-à-dire que les idées sur le juste et l'injuste sont toujours incarnées et rendues visibles dans des manières d'exister avec les autres, et ces incarnations peuvent les rendre séduisantes ou repoussantes, ou les vider de leur sens. En tout cas, on peut acquiescer à des idées parce que ceux qui les soutiennent, ou parce que ceux qu'elles défendent, nous sont plus sympathiques et que nous préférerions passer notre vie avec eux. Et cette thèse rejoint des réflexions plus connues de Hannah Arendt sur le sens de l'action politique en général, thèse selon laquelle, quand on agit politiquement, il s'agit moins de fabriquer un monde à partir d'idées élaborées au préalable que d'organiser à plusieurs la coexistence des hommes, ce qui signifie tenir compte du fait d'être plusieurs et d'être ensemble pour élaborer la pensée, la formuler et chercher à agir ensemble. Et donc s'il s'agit de coexister, les manières d'être et les manières de se lier ont évidemment au moins autant d'importance que les principes.
Donc ce que cela indique, c'est que la première chose qui compte en politique, c'est la question de savoir avec qui on peut prendre en charge le monde, avec qui on peut avoir le désir de le faire, avec qui on peut trouver un sens à le faire, et avec qui on peut être dans des liens de confiance pour le faire. Et à partir de là, on comprend que la prise en compte des manières et de tout ce qui peut susciter du désir et de la confiance est éminemment politique. Et ce qu'il me semble aussi, c'est que ceux qu'on va rejoindre, la compagnie qu'on va choisir pour essayer d'agir, elle incarne déjà l'image de la coexistence politique souhaitée à l'échelle de toute une communauté. Donc là, je cite, je l'ai pas mis, je crois, je cite Georges Lefebvre, qui parle ainsi des foules révolutionnaires, et il écrit sur le fait de se rassembler, simplement peut-être dehors, sur une place, ou dans une rue. Le rassemblement est déjà un acte, car il implique invinciblement la résolution de réaliser la société nouvelle. Donc dans le rassemblement, on n'est pas juste entre nous, on vise au-delà de nous, on vise à ce que la société soit à l'image de ce rassemblement, en fait. C'est pour ça qu'on se rassemble avec des gens avec qui on peut imaginer faire société, avec qui ça donne envie de faire société. En passant, on retrouve ici la problématique des moyens et des fins en politique, avec l'idée que les moyens, ou ceux avec qui on agit, promeuvent déjà des fins et des idéaux. Et là, pour faire une pause, je vais citer une phrase que j'ai lue hier dans un compte-rendu. Donc le compte-rendu de journées de rencontres nationales qui ont eu lieu ce week-end à Paris et à Montreuil, dans le prolongement du mouvement social dernier. Donc les rencontres de ce qui s'appelle, et qui est célébré maintenant dans le monde, Génération Ingouvernable. Merci Arnaud. Et donc une militante de Marseille disait, je la cite, « Il faut qu'on foute le bordel, mais d'une façon que les autres personnes aient aussi envie de foutre le bordel avec nous. » Et donc là, on retrouve et les façons et le « avec ». C'est-à-dire qu'on va pas aller... on n'a pas envie... Peut-être qu'on est dans une société où tout le monde en a marre et tout le monde voudrait que ça s'arrête ou que ça change, mais on n'a pas envie d'aller faire changer les choses avec n'importe qui et à n'importe quel prix. Donc voilà, il faut que ce soit d'une façon qui donne envie, et qui donne envie de fabriquer du « avec ». Deuxième point, ce paradoxe, on peut préférer les amis à la vérité, conduit à penser ce que c'est que se rapporter politiquement au monde. Penser politiquement ou avoir une sensibilité politique au monde. Donc moi, ce que je propose comme idée, en tirant un petit peu ce que dit Arendt un peu plus loin que là où elle va, c'est que, encore une fois, penser qu'on peut soutenir des principes, peu importe avec qui on les soutient, c'est anti-politique. C'est vraiment un aveuglement à ce que c'est que la politique. Et que, au contraire, penser avec, parler avec, c'est cela être sensible à la politique et prendre en compte la condition politique de l'homme. Donc je propose l'idée suivante. D'une part, la sensibilité politique s'ancre dans une sensibilité aux autres, une sensibilité à la coexistence et à ce que les hommes en font. Et donc cette sensibilité qui fait qu'on est concerné par le sort des hommes, d'autant qu'on peut le rattacher à une organisation politique qui pourrait aussi affecter notre propre vie. Donc encore une fois, qu'est-ce qui fait que je suis concernée par le sort de personnes que je ne connais pas ? C'est qu'elles souffrent du même système qui peut me faire souffrir moi ou qui peut m'atteindre. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur les pancartes là, aux États-Unis le week-end dernier à partir du ban sur les musulmans. Ils ont commencé par les musulmans, etc. Et pas aujourd'hui. Connard. T'as pas vu les affiches ? Tu sais le truc, ils ont commencé par les intellectuels, mais etc. Et là, ils ont commencé par les musulmans et on leur a répondu Not today, madame. Donc, dans cette sensibilité aux autres, à ce qui arrive aux autres, il y a l'idée que dans ce qui arrive à d'autres personnes que je ne connais pas, il en va du monde, et que ce monde me concerne.
là, on n'est pas dans la simple compassion ou sympathie, parce que je peux très bien avoir de la compassion pour une souffrance qui arrive à quelqu'un et qui n'a rien à voir avec la politique. C'est-à-dire que si quelqu'un se prend un pot de fleurs sur la tête, je peux avoir pitié de lui, et ce n'est pas pour autant de la sensibilité politique qui me mobilise. Et moi, ce que je soutiens, c'est que dans la sensibilité politique, aux souffrances politiquement produites, il y a quelque chose de très différent de ce qui se passe dans la compassion à la souffrance qui peut venir du pot de fleurs ou d'une maladie. Donc c'est pas seulement une sensibilité une sensibilité à la souffrance d'un autre être sensible, c'est ça qui définit la pitié chez Rousseau, c'est vraiment une sensibilité qui est politique. Donc c'est une manière d'éprouver soi-même, en soi-même, affectivement, émotionnellement, à la fois l'organisation du monde et ses injustices, ou bien à l'inverse, ses événements enthousiasmants ou encourageants. Et cette sensibilité politique suppose une capacité à relier les places, à relier les vies, à relier les gens. Et donc c'est quelque chose qui produit du commun. C'est quelque chose qui produit vraiment de la communauté entre des gens qui, en tout cas, qui supposent de la production de commun. Et elle a cette vertu de faire apparaître du commun là où les structures de domination produisent de la séparation. Et pour dominer, il faut d'abord cliver, séparer, montrer des inégalités et ensuite retourner une certaine classe contre une autre. Donc, la sensibilité politique produit du commun, et donc là on est loin de l'idée que la logique affinitaire serait fermée. Au contraire, c'est quelque chose qui peut faire passer entre les mondes. Et juste pour donner un exemple toujours lié, un exemple auquel je tiens un petit peu, toujours lié au dernier mouvement social, suite à tout ce qui s'est passé, un nombre inhabituel de gens se sont sentis concernés par ce qui est arrivé à Adama Traoré, bien au-delà des sphères militantes traditionnelles, bien au-delà des séparations géographiques, et bien au-delà des séparations, je ne sais pas comment dire, racialisées, en tout cas liées à des processus de racialisation. Et donc ça, la politique produit ça. La politique produit une capacité d'être affectée par des gens qui auraient dû nous laisser indifférents. D'autre part, la sensibilité politique s'ancre dans une sensibilité à certains autres plutôt qu'à d'autres. Donc s'ancre dans des affinités. Et donc elle suppose, à l'inverse du premier mouvement que j'ai vu, elle suppose une certaine partialité et elle produit du clivage. Donc à la fois elle produit des liens et à la fois elle produit du clivage. Donc on se sent quand même davantage concerné par ce que quelqu'un fait ou subit si on imagine être du même côté que lui dans les rapports de force, par exemple. Donc pour m'abriter derrière quelqu'un d'autre, dans son dernier livre, Les affects de la politique, Frédéric Lordon se confronte à cette question affinitaire pour l'expliquer par une mécanique passionnelle. Et d'ailleurs, le simple fait que Lordon fasse 3 pages sur les affinités montre bien l'influence de l'idée dans le mouvement social dernier, et le fait que baigner dans ce mouvement a quand même produit des choses auxquelles il n'était pas évident de s'attendre non plus. Mais en tout cas, il reprend cette idée d'affinité, de logique affinitaire, pour nous rappeler l'épisode de la chemise d'Air France, en expliquant que voilà, si on était purement rationnel, on entrerait dans un débat sans fin entre est-ce que c'est bien d'enlever les chemises aux gens, est-ce que c'est bien de les agresser, non, alors la violence c'est pas très bien, oui, mais d'un autre côté la violence institutionnelle, sociale, des plans sociaux c'est aussi une violence, donc c'est violence contre violence, etc. Donc du point de vue de la pure rationalité, on va pas forcément s'en sortir. De toute façon, les arguments sont réversibles. En revanche, du point de vue des affects, tout le monde est très clair sur celui auquel il est sensible. Il y a des gens qui ont pitié du DRH. Et les autres, en tout cas ceux-là je les connais pas, et les autres qui ont pitié plutôt des gens qui se sont fait licencier. Donc la logique affinitaire est quand même clivante. Ce qui me permet de dire que qu'est-ce que c'est qu'un rapport politique au monde ? Qu'est-ce que c'est que politiser le rapport au monde ? Ou avoir une sensibilité qui se politise ? C'est une sensibilité qui, à la fois, relie les gens, les vies et produit du commun,
Elle tend vers le commun, et en même temps elle sépare, et elle produit du clivage. Et elle fait les deux à la fois. Et cela me semble essentiel, parce que cela signifie que d'une part, se rapporter politiquement au monde, c'est être capable de percevoir ce qui relie des situations hétérogènes, ce qui fait qu'avec des gens qui sembleraient lointains, nous partageons des effets politiques communs. Et c'est d'autre part mettre au jour les conflits et les rapports de force qui structurent le monde. Et la seule convergence vers le commun relèverait de l'idéologie. Et la seule divergence, le seul clivage, rendrait impossible la pensée du commun et produirait des séparations, et donc des logiques séparatistes, ségrégationnistes, etc. Donc la sensibilité politique, c'est une sensibilité qui est liée à une disposition à penser un nous et en même temps à le fragmenter, en multipliant les perspectives potentiellement conflictuelles. Et ça me semble assez important. Et c'est à la fois parce qu'on pense un nous et parce qu'on a conscience des clivages qui fragmentent ce nous qu'on peut être disposé à se soucier du monde et à s'y engager. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. Et du coup, la pensée de la communauté politique qui est engagée là est elle-même une communauté qui est fondée à la fois sur une tentative de toujours relier et reproduire du commun, mais à partir des clivages et à partir des divergences qui sont irréductibles. Donc il n'y a pas d'horizon de communauté réconciliée, consensuelle au bout. Maintenant, si je repars du paradoxe initial, on peut préférer les amis à la vérité. Je pense qu'il engage également une pensée de ce que c'est que penser politiquement. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une pensée politique ? Juste pour resituer la question comme on pourrait le faire à partir de Arendt, elle oppose toujours la philosophie et la politique en expliquant que dans la plupart des cas, la philosophie est restée assez aveugle à ce qu'était la politique, précisément en raison de son mode d'élaboration et de son mode de discours. C'est-à-dire que le philosophe qui est tout seul dans son bureau à produire des idées tout seul et à bien arranger ses raisons et à bien arranger ses arguments et donc qui est sûr d'avoir quelque chose de solide, il ne supporte pas d'aller avec le tout venant pour proposer des idées et les voir mises au même niveau que n'importe quelle opinion qu'a eu le premier venu en prenant son apéritif. Et d'où le caractère forcément antipolitique et autoritaire de la philosophie. Donc pour elle, ça remonte à Platon, et d'où le fait que le philosophe ne supportant pas la politique, il essaye toujours de penser la politique de manière à réduire au maximum la vie politique possible pour pouvoir être tranquille et philosopher. Et surtout, elle relie à cela la tentation de fabriquer de la politique à partir des idées, mais à partir d'idées produites de manière non politique, c'est-à-dire produites tout seul par quelqu'un ou par juste une communauté de chercheurs, mais qui n'ont rien à voir avec les gens. Et donc une telle pensée politique, même quand elle concerne la politique, n'est pas une pensée politique. C'est-à-dire que n'importe quelle pensée de l'État, de la justice, etc. n'est pas une pensée politique. Avoir une pensée politique, ça signifie élaborer la pensée d'une certaine manière et ensuite la dire, la faire circuler d'une autre manière. Donc j'en viens à ce que je voulais proposer. Donc penser avec, cela signifie d'abord penser avec ses amis, penser avec sa compagnie. Ça j'en ai déjà parlé. C'est penser avec le souci de ceux avec qui on pense. Penser avec le souci de rejoindre tel ou tel. Cela signifie aussi ne pas penser tout seul et ne pas penser dans sa communauté de départ. Et donc penser tout seul ou penser dans sa communauté de départ, finalement, ce serait comme une espèce de contradiction performative. C'est-à-dire que l'énonciation contredit l'énoncé. Je pense quelque chose qui concerne le commun, mais je ne mets rien en commun. Et c'est en pensant cela qu'il va falloir qu'on va pouvoir donner un sens au paradoxe, préférer les amis à la vérité. Et qu'on va pouvoir essayer du coup, de réfléchir à qu'est-ce que ça peut être penser et raisonner politiquement. Et qu'est-ce que c'est que du coup un argument en politique et
qu'est-ce que c'est aussi qu'essayer de proposer des arguments, de persuader en politique. Donc là, ce qui est engagé, c'est le lien entre philosophie et politique, ou le lien entre intellectuel et politique, expertise et politique. Donc cette question a deux aspects, d'abord celui de la formation des idées et celui de leur circulation. Du point de vue de la formation des idées, penser avec, ça peut vouloir dire formuler les pensées, élaborer les pensées à partir des perspectives des autres. Pas à partir de sa propre perspective, mais en étant capable de se mettre à la place des autres et de multiplier autant que possible les perspectives. Et donc de sortir de soi pour penser. D'autre part, penser avec, ça concerne une manière de faire circuler les idées. Et mon hypothèse, c'est que les manières dont la pensée circule, les manières d'argumenter, d'écrire, d'intervenir dans l'espace public, les manières de proposer des idées, de tenir à ces idées, sont politiques, en ce qu'elles produisent des affects et font exister des formes de liens entre les hommes et les pensées. Et elles dessinent déjà, ces manières, la forme que prend la communauté politique et la forme que prend l'esprit d'une communauté politique. C'est-à-dire que dans la manière de proposer des idées, est engagée une éthique politique, en fait, est engagée une manière dont on considère les autres. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Mais pour moi, l'enjeu est le suivant. L'attention à cette notion de sensibilité politique permet donc de penser autrement la rhétorique, ou de donner un autre fondement à la rhétorique, ou de décaler la rhétorique. Et en tout cas, de sortir d'une opposition classique. Généralement, on va opposer la philosophie et la rhétorique. On peut les opposer de deux manières. Soit on va opposer la compétence qui est du côté de la philosophie, et donc le discours compétent, et de l'autre côté, le discours des sophistes qui n'ont aucune compétence, mais qui ont le talent pour persuader de ce qu'ils veulent. Et donc, dans ce cas-là, Platon, la rhétorique, moralement, c'est du côté plutôt du mal. Dans ce cas-là, et pour Platon, quand il pense ça, la politique est rabattue du côté de la rhétorique, tombe du côté de la rhétorique, parce qu'elle est du côté des gens qui ne sont pas experts, et voilà, la seule bonne pensée est du côté de la philosophie. À l'inverse, on peut rabattre la politique sur la philosophie si, comme Aristote, au début de la politique, on considère que la politique apparaît comme mode particulier d'organisation de la coexistence des hommes, à partir où on construit un espace public dans lequel les hommes peuvent échanger des arguments raisonnés. Dans lequel, dit-il, on cherche moins à contraindre ou à manipuler qu'à convaincre en produisant du discours articulé, en produisant du logos, dit-il, en proposant des raisons. Ce qui permet, dit toujours Aristote, de construire un monde objectif, partagé, et qui a vocation à être, en tout cas, partageable, si ce n'est consensuel. Donc contre ces deux manières d'effacer finalement la politique, en la rabattant soit du côté de la rhétorique, soit du côté de la philosophie, je pense qu'il faut faire droit à l'idée qu'il y a une pensée spécifiquement politique, qui n'est ni de la philosophie, ni de la pure rhétorique, et qu'elle est politique dans son élaboration et dans son partage, et que cela conduit à réfléchir au style politique de la pensée et de son expression, et à en faire un objet d'étude et de recherche. Et en tout cas, cela invite à penser un rapport aux idées qui ne résulte pas d'une contrainte déductive ou argumentative. Donc quand on pense politiquement, on n'est pas du côté de l'empire logique, de l'empire de la raison. On est du côté d'un rapport sensible aux idées et qui correspond à un goût pour les idées. Et l'idée, c'est que c'est faire preuve de sens politique que de prendre en compte ce rapport sensible aux idées
y compris lorsqu'on tente de faire adopter ses propres idées. Donc là, je crois que j'ai mis le texte de Saint-Just, qui illustre en partie ça, qui est un très beau texte, surtout, que j'aime beaucoup, j'aime bien le lire. Et il réfléchit aux manières d'être de l'homme révolutionnaire. Et rien que ça est intéressant, puisque finalement, encore une fois, la révolution doit gagner à sa cause grâce aux manières d'être des révolutionnaires. Quel genre d'hommes sont-ils ? Et dans les manières d'être du révolutionnaire, il va y avoir aussi des manières de parler. Donc là, je le lis. Un homme révolutionnaire est inflexible, mais il est sensé, il est frugal, il est simple sans afficher le luxe de la fausse modestie, il est l'irréconciliable ennemi de tout mensonge, de toute indulgence, de toute affectation. Comme son but est de voir triompher la révolution, il ne la censure jamais, mais il condamne ses ennemis sans l'envelopper avec eux. Il ne l'outrage point, mais il l'éclaire, et, jaloux de sa pureté, il s'observe quand il en parle. Bon, déjà, il s'observe quand il en parle, ça veut dire qu'il ne va pas en parler n'importe comment, et qu'on ne parle pas de la révolution et des causes politiques n'importe comment. Il s'observe quand il en parle, par respect pour elle. Il prétend moins être l'égal de l'autorité qui est la loi que l'égal des hommes, surtout des malheureux. Donc ça, c'est important aussi. L'homme politique révolutionnaire ne va pas parler en tribun. En tout cas, il ne va pas parler en homme qui aurait une autorité sur ceux à qui il s'adresse. Il parle en égal. Un homme révolutionnaire est plein d'honneur. Il est policé sans fadeur, mais par franchise et parce qu'il est en paix avec son propre cœur. Il croit que la grossièreté est une marque de tromperie et de remords, qu'elle déguise la fausseté sous l'emportement. Les aristocrates parlent et agissent avec tyrannie. Donc c'est cette phrase qui me retient. Les aristocrates parlent avec tyrannie. Donc il y a des manières de parler avec tyrannie. Quelles que soient les idées qu'on défend, et défendre des idées révolutionnaires, en parler avec tyrannie, avec des manières tyranniques, c'est ne pas être révolutionnaire. C'est une manière d'être qui va faire haïr la révolution et qui reconduit finalement les structures de domination dont la révolution est censée faire sortir. L'homme révolutionnaire est intraitable aux méchants, mais il est sensible. Il est si jaloux de la gloire de sa patrie et de sa liberté qu'il ne fait rien inconsidérément. Il court dans les combats, il poursuit les coupables et défend l'innocence dans les tribunaux. Il dit la vérité afin qu'elle instruise et non qu'elle outrage. Donc, deuxième passage important, il dit la vérité afin qu'elle instruise et non qu'elle outrage. Donc avec sa vérité, il ne va jamais être présomptueux, humiliant. Il n'est pas là pour faire de la cause révolutionnaire, en la vérité de laquelle il croit, un objet qui fasse du mal à des gens. Il sait que pour que la révolution s'affermisse, il faut être aussi bon qu'on était méchant autrefois. Sa probité n'est pas une finesse de l'esprit, mais une qualité du cœur et une chose bien entendue. Marat était doux dans son ménage, il n'épouvantait que les traîtres. Jean-Jacques Rousseau était révolutionnaire et n'était pas insolent sans doute. J'en conclus qu'un homme révolutionnaire est un héros de bon sens et de probité. Donc voilà, pour avoir d'une manière générale le portrait qui met en avant les manières et surtout qui met en avant cette question des manières de parler et du fait que les manières de parler peuvent tout simplement détruire un discours si elles reconduisent des rapports tyranniques. Et l'idée de parler avec tyrannie, ça montre bien que dans la relation de parole s'établit un lien politique en fait. Et pour aller toujours dans ce sens-là, c'est un dernier texte qui est plus ancien et c'est très surprenant de trouver des considérations de cet ordre dans la logique de Port-Royal. Donc on ne s'attend pas tellement à trouver des considérations politiques ici. Et pourtant, Arnaud et Nicole, donc dans cette logique écrite en 1662-1664, Arnaud et Nicole prennent en charge la question de savoir ce qu'il faut pour faire aimer la raison. Et la mesure dans laquelle la raison peut se rendre détestable par sa manière de se présenter. Donc là, je lis le texte. Il faut donc considérer chaque chose séparément. C'est-à-dire qu'il faut juger de la manière par la manière
et du fond par le fond, et non du fond par la manière, ni de la manière par le fond. Une personne a tort de parler avec colère, et elle a raison de dire vrai. Et au contraire, une autre a raison de parler sagement et civilement, et elle a tort d'avancer des faussetés. Donc première chose, les manières vont faire l'objet d'un jugement spécifique, indépendamment de la question de la vérité. Mais, comme il est raisonnable d'être sur ses gardes, pour ne pas conclure qu'une chose est vraie ou fausse, parce qu'elle est proposée de telle ou telle façon, il est juste aussi que ceux qui désirent persuader les autres de quelque vérité qu'ils ont reconnue s'étudient à la revêtir des manières favorables qui sont propres à la faire approuver et à éviter les manières odieuses qui ne sont capables que d'en éloigner les hommes. Donc, souci moral de faire attention aux manières. Ils se doivent souvenir que quand il s'agit d'entrer dans l'esprit du monde, c'est peu de choses que d'avoir raison, et que c'est un grand mal de n'avoir que raison, et de n'avoir pas ce qui est nécessaire pour faire goûter la raison. Donc ça, c'est assez fondamental. Quand il s'agit, encore une fois, de convaincre, et du coup d'établir de la relation humaine, notamment autour d'idées, de n'importe quelle idée d'ailleurs ici, mais en tout cas, de produire de la circulation des idées, la vérité ne suffit pas. S'ils honorent sérieusement la vérité, ils ne doivent pas la déshonorer en la couvrant des marques de la fausseté et du mensonge. Et s'ils l'aiment sincèrement, ils ne doivent pas attirer sur elle la haine et l'aversion des hommes par la manière choquante dont ils la proposent. C'est le plus grand précepte de la rhétorique qui est d'autant plus utile qu'il sert à régler l'âme aussi bien que les paroles. Car encore que ce soit deux choses différentes d'avoir tort en la manière et d'avoir tort dans le fond, néanmoins, les fautes de la manière sont souvent plus grandes et plus considérables que celles du fond. Donc là, ils sont quand même en train d'affirmer qu'il vaut mieux avoir tort que de parler mal. Et ensuite vient l'explication. En effet, toutes ces manières, donc on est toujours dans les manières, toutes ces manières fières, présomptueuses, aigres, opiniâtres, emportées, viennent toujours de quelques dérèglements d'esprit qui est souvent plus considérable que le défaut d'intelligence et de lumière que l'on reprend dans les autres. Donc même si vous avez raison, si vous le dites de manière brutale, finalement c'est une pire faute d'avoir cette brutalité que d'être juste dans le faux. Et même, il est toujours injuste de vouloir persuader les hommes de cette sorte, car il est bien juste que l'on se rende à la vérité quand on la connaît, mais il est injuste qu'on exige des autres qu'ils tiennent pour vrai tout ce que l'on croit, et qu'ils défèrent à notre seule autorité. Et c'est néanmoins ce que l'on fait en proposant la vérité en ces manières choquantes, car l'air du discours entre ordinairement dans l'esprit avant les raisons. Pourquoi les manières sont importantes ? Parce qu'on est déjà d'abord frappé par l'air du discours. Et l'air du discours, il vient quand même de qui est quelqu'un et de sa manière d'être générale. L'esprit étant plus prompt pour apercevoir cet air qu'il ne l'est pour comprendre la solidité des preuves, qui souvent ne se comprennent point du tout. Or, l'air du discours étant ainsi séparé des preuves, ne marque que l'autorité de celui qui parle, que l'autorité que celui qui parle s'attribue, de sorte que, s'il est aigre et impérieux, il rebute nécessairement l'esprit des autres, parce qu'il paraît qu'on veut emporter par autorité et par une espèce de tyrannie ce qu'on ne doit obtenir que par persuasion et par la raison. Et donc là, on retrouve cette idée de tyrannie et de parler avec tyrannie. Le problème des manières choquantes, c'est que elles manifestent la tyrannie et finalement, elles instaurent un lien tyrannique avec l'autre. Cette injustice est encore plus grande s'il arrive qu'on emploie ces manières choquantes pour combattre des opinions communes et reçues, car la raison d'un particulier peut bien être préférée à celle de plusieurs lorsqu'elle est plus vraie, mais un particulier ne doit jamais prétendre que son autorité doive prévaloir à celle de tous les autres. Donc, avec le texte de Saint-Just et ce texte de la logique de Port-Royal, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de tirer cette idée que dans la manière rhétorique se tisse du lien politique. Et donc, dans les manières de faire circuler des idées, se constituent des formes de liens politiques qui peuvent être soit révolutionnaires, soit tyranniques, soit démocratiques.
terminer cette introduction, j'arrive à l'idée que ce souci de la manière dont la raison circule, ce souci de la manière de faire circuler les idées, revient à penser que la raison n'a pas à s'exercer de manière tyrannique, et donc la raison n'a pas à être quelque chose qui cherche à convertir, à être impérieuse ou impérialiste. Et donc ça conduit à définir une raison bien particulière. Et c'est cette raison qu'on peut trouver dans certaines versions des Lumières, me semble-t-il, à condition de comprendre les Lumières comme non impérialistes et pas forcément universalistes. Et à condition que les Lumières ne cherchent pas à convertir et qu'elles ne cherchent pas, sous prétexte d'émancipation, à vouloir émanciper les autres de l'extérieur. Donc les Lumières, en tant que mouvement politique d'émancipation de la pensée, on le voit dans les textes, peuvent être critiques envers l'autoritarisme que pourrait adopter la raison dès lors qu'elle estime avoir vocation à libérer tout le monde des autorités. Et les Lumières, dans certains textes, ont souci de limiter la suprématie de la raison et d'être critique de la raison. Et en tout cas, c'est une pensée de cet ordre des Lumières qu'on trouve dans les Lumières allemandes, donc sur laquelle on fera une séance avec une amie et collègue qui s'appelle Fariel Kadour, qui est musicologue et pianiste, et qui travaille sur la notion d'interprétation au XVIIIe siècle en Allemagne, et qui étudie cette notion de jugement de goût, d'interprétation, et qui revisite donc la tradition des Lumières allemandes. Mais on peut aussi trouver ça dans les Lumières françaises, notamment dans le premier Montesquieu, celui des lettres persanes, dans lequel on voit construire une pensée de la raison qui est inséparable d'une pensée de l'amitié, d'une pensée de la sensibilité et d'une pensée du goût. Et donc ces idées, le goût, les manières, la compagnie, l'amitié, la raison, on les trouve articulées dans ce genre de texte. Dans ce genre de texte qui, en plus, évidemment, n'est pas un traité, mais un texte épistolaire, et donc qui ne fournit pas un système ni une suite de raisons déductives. Et puisque je l'ai déjà mentionné, avant cela, dans le texte où est affirmé le primat de la compagnie pour penser la politique, celui de la Boétie, la raison est également critiquée et la pensée est rapportée à la compagnie et non pas à l'exercice solitaire de la raison. Donc on peut aller comme ça rechercher une tradition qui pense l'ancrage sensible et affinitaire ou amical de la pensée politique et qui laisse donc place à une pensée qui est disponible aux autres, aux rencontres, aux événements, finalement au réel, aux déviations, et donc plus apte à être en accord avec la politique, entendue à la fois comme établissement de liens et à la fois comme inscription dans une situation, dans une conjoncture particulière. C'est-à-dire qu'une pensée politique qui ne ferait pas droit à être déviée soit par les rencontres, soit par les autres, soit par ce qu'il se passe, passerait à côté de toute la politique. Donc encore une fois, l'enjeu, par-delà la question affinitaire de départ, c'est de penser à quelles conditions une pensée est politique, est respectueuse de la condition politique de l'homme, et politiquement sensible et engagée. Ce que cela engage comme manière de parler, d'écrire, d'argumenter, comme style de la pensée. Et donc c'est cela que je voudrais aller chercher dans les textes. Donc pour l'introduction, c'est fini. Et peut-être que pour aujourd'hui, si vous avez des questions, ça peut aller. Sinon, on peut continuer, mais sinon, on peut aussi discuter. Sauf si vous avez vraiment rien à dire.
va devenir passionnant dans ce que tu as présenté aujourd'hui. Et il te faudra une bonne année pour développer toutes ces pistes. 6 ans. 6 ans, tu vois? Très bien. Alors, je ne posais pas de questions véritablement, mais ce que tu dis résonne aussi avec des courants de pensée contemporains autres que ceux que tu évoques. Je pense à l'usage qui peut être chez Spinoza aujourd'hui, par exemple. Quand il est question, quand il parle de la composition des puissances, quand il critique le concept même de contrat social, un contrat préalable qui viendrait organiser de l'extérieur, en quelque sorte, un commun obligatoire, mais que le commun est le résultat d'une composition spontanée des puissances. Alors vraiment, le problème, c'est que la pensée politique de Spinoza est comme c'est inachevé, non complètement formulée. Mais en fait, la question, j'ai pensé à ça sans aller au-delà de ces idées vagues, mais ce qui m'a frappé, c'est que tu as quand même parlé d'une capacité d'être affecté dans le relation qu'on a à l'autre. Ce qui se passe, c'est pas seulement de se lier par affinité, mais de se doter d'une capacité nouvelle, d'un sens nouveau. Comme les hommes se sont trouvés un sens esthétique, tout à coup, ils sont tombés dessus. Mais se sont trouvés en même temps un sens esthétique et un sens politique. C'est-à-dire que oui, c'est pas sûr. On sait tout ce que Kant a pu en tirer. La capacité d'être affecté par le beau, dans la mesure où elle est partagée par les autres, c'est déjà une forme de socialité, première et spontanée. Sauf qu'il lui permet de rationaliser cette capacité d'être affecté. Mais là, quand tu parles d'une capacité d'être affecté donc qui est auto-rationnelle ou qui est non rationnelle, il y a plusieurs questions. Donc, d'abord, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit construire. Ça suppose une éducation à la politique et au sens politique. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun à tous? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut à la fois former et entretenir? Et comment? Et qu'en est-il de l'éducation au sens politique? Est-ce que les ennemis sont éducables? Est-ce qu'il y a des amis ailleurs, chez les ennemis, qu'on pourrait former ou réformer? Et ça veut dire quoi, réformer un ennemi pour qu'il y ait un ennemi? Bon. Et aussi, il y a quand même une rationalité dans tout ça. Tu veux dire que c'est non rationnel, mais il y a une rationalité du fait qu'on échange des arguments, du fait qu'on forme des idées. Donc, quelle est cette raison? Ensuite, c'est une raison sensible, etc. Mais il faudrait préciser ce que ça veut dire, quoi. Parce qu'il y a chez Husserl une raison sensible, c'est celle-là. Qu'en est-il de l'universalité, de l'universalisme? Est-ce que cette raison a vocation universelle? Ouais, voilà, il y a plein de questions qui se posent, mais évidemment, c'est des questions qui sont développées dans d'autres séminaires. Voilà, donc je donne ça en vrac. Merci. Alors d'abord, sur la question de l'éducation, il ne faut pas tout mélanger. Non, puisque j'ai parlé de... Là, tu es parti de la sensibilité à l'art, au beau, pour aller à la sensibilité politique. La sensibilité politique, on peut l'entendre comme sensibilité à telle ou telle cause politique, mais on peut l'entendre comme sensibilité à la politique tout court, et nos ennemis peuvent être très sensibles à la politique. Donc la question, c'est pas la question de l'éducation à la sensibilité politique résout pas la question justement du partage affinitaire. Et d'ailleurs, si on reprend le texte de Hannah Arendt que j'ai lu tout à l'heure, elle indique que le pire, les gens les plus dangereux, le scandale, ce n'est pas les ennemis politiques, c'est ceux qui se désintéressent totalement de la politique. Donc c'est ça le problème, c'est les gens qui, de toute manière, ne se soucient aucunement de avec qui passer leur vie, qui peut prendre en charge un pays, des idées, etc., qui sont indifférents à ça. Et pour elles, c'est lié à la banalité du mal. C'est parce qu'il y a des gens qui se désintéressent totalement de ce qui se passe et qui ne sont pas sensibles que le mal peut se faire. Et bon, la question de l'éducation... donc, c'est difficile de les catégoriser comme ennemis,
En tout cas, c'est eux qui posent le problème. Et la question de leur éducation, oui, est une question compliquée. L'éducation générale, l'éducation au sens public en général. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont indifférents? Comment on les dote d'un sens politique? Comment on les ressensibilise? Je ne vais pas donner la réponse en 2 minutes, hein, mais... C'est la question du Hume, déjà. Oui. Non, mais alors, tu as posé de manière plus générale la question de l'éducation. Si on reprend cette idée qu'il y a une naissance de la sensibilité particulière au XVIIIe siècle, qui prend plein de formes. La sensibilité au temps qu'il fait, la sensibilité à l'esthétique, la sensibilité à l'art, la sensibilité au beau, la sensibilité politique. En tout cas, pour ce qui est de la sensibilité à l'art, évidemment qu'elle s'éduque, elle se forge dans les salons, elle se forge dans les compagnies, justement. D'où l'importance de la question infinitaire. Et même si tu prends Hume, le goût naît dans les salons dans lesquels on regarde ensemble des œuvres, on échange des arguments, et surtout, c'est une mécanique passionnelle qui se fabrique peu à peu en prenant en compte les passions des autres et en se rapportant nous-mêmes aux choses qu'on voit par la médiation des passions des autres. Et on s'oriente dans le monde passionnel à partir des passions des autres. Et donc c'est une espèce d'éducation mutuelle qui se fait par le fait d'être en société, par le fait de se sociabiliser, par le fait d'être en compagnie. Et bon, dans l'article « La crise de la culture » que je voulais examiner la semaine prochaine, Arendt examine ça de près. Il s'agit bien, dans la formation de la sensibilité à l'art ou de la sensibilité politique, qui pour elles sont liées toutes les deux, d'humaniser une communauté et en fait de produire un goût partagé, avec l'idée que ce goût partagé, il humanise. Ça produit une culture qui humanise, et en tout cas qui permet une sociabilité plus vivable. Je ne sais plus, j'ai perdu la question du coup. Comme tu as mentionné Kant, une chose qui me semble importante par rapport à Kant dans ce que j'ai proposé, c'est que pour Kant, cette idée du jugement de goût, pour lui, elle reste exclusivement adossée au domaine de l'art, même si évidemment elle a une dimension politique, mais pour lui, la vocation est universaliste. Donc il y a un horizon d'universalité, il y a un horizon de consensus. Sur les œuvres d'art, normalement, on devrait tous pouvoir s'accorder. Et donc ça doit produire un horizon cosmopolitique. Avec ce que j'ai proposé, et ce qu'on peut dire à partir d'Arendt, on n'a pas ça. C'est-à-dire que chez Kant, il n'y aurait pas ces histoires d'affinité. Il faut respecter l'homme en tant qu'homme, et peu importe les affinités, y a pas, ça n'entre pas en jeu. Donc cette idée de soutenir l'importance dans le goût du caractère discriminant du goût et du clivage, on ne le trouve pas chez Kant. En revanche, on le trouve dans certains salons de Diderot ou dans certains écrits esthétiques de Diderot, avec l'idée que quand même, il faut faire la séparation entre ceux qui aiment telle œuvre et ceux qui ne l'aiment pas. Et qu'entre eux, ça produit un clivage qui est de l'ordre de l'humanité. C'est-à-dire que dans l'éloge de Richardson, Diderot dit il n'est pas sûr qu'on puisse parler à des gens qui n'aient pas aimé ce roman, parce qu'on n'a plus rien en commun. Donc le goût, c'est quelque chose, et c'est aussi quelque chose dont il mentionne qui peut être très agressif. C'est-à-dire que dans un salon, si vous allez présenter vos peintures ou vos poèmes, ça peut être très agressif comme expérience. Et les séparations aussi. Et ça, c'est Ferriel Cadour, donc avec qui on va faire le séminaire, qui me rapportait ça. Dans le milieu musical autrichien, on considère que apprécier un morceau de musique tient au fait d'être dans une compagnie amicale. En tout cas, le fait d'aimer tel morceau de musique est inséparable du fait d'être avec ses amis et de l'écouter avec ses amis. Donc il y a quand même cette idée qui, pour le coup, est du côté plutôt de l'affinitaire et qui n'a pas de vocation universelle. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'éducation, il est évident que ça vient pas de soi, ça vient pas tout seul, et c'est lié au fait d'être
dans une compagnie dans laquelle le goût s'exerce, se forme par échange. Alors qu'est-ce que tu m'as dit d'autre? Et oui, ce qui est encore plus, moi, ce qui m'intéresse encore plus chez Spinoza par rapport à ce que j'ai dit, c'est ça, c'est une idée qui, tant mieux d'ailleurs, va vraiment passer dans le domaine public parce que comme Lordon la reprend beaucoup et qui parle beaucoup partout, je pense que tout le monde va finir par comprendre. Mais c'est que les idées ne produisent des effets que si elles mobilisent les corps et donc que si elles affectent. Et il dit toujours, c'est assez moche, si elles empuissantisent. Mais pour qu'une idée ait une puissance d'empuissantiser, c'est-à-dire pour que on passe du fait que j'ai une idée et ça me fait agir, il faut avoir été affecté par l'idée. Et donc il faut que l'idée agisse sur le corps. Et ce qui fait agir les idées sur le corps, c'est pas l'idée en tant que telle toute seule. C'est tout ce que l'idée charrie, c'est aussi la manière dont l'idée est proposée. On retrouve l'idée des manières. Mais c'est tout un tas de choses qui sont infra-discursives et qui font que des idées peuvent, à un moment, déclencher des effets ou ne jamais en déclencher. Ou ne pas en déclencher pendant des années et un beau jour en déclencher. Donc ça c'est vrai, donc de ce point de vue-là, il y a des connexions avec Spinoza. Quant à la raison sensible, je réponds tout de suite. C'est compliqué. Non, je peux pas. Voilà, à partir de rien comme ça, c'est quand même compliqué. Mais si tu précises une question, je peux essayer. Il y a d'autres questions? Marine. Justement, au niveau de la raison sensible, est-ce que l'utiliser à plus grande échelle, c'est-à-dire essayer de sensibiliser les gens à la politique d'une manière beaucoup plus douce, entre guillemets, pourrait être justement effectif et par exemple là en France avec actuellement les phénomènes politiques qui montrent un désintérêt total de la politique en général, est-ce que justement jouer sur le côté affect et tout en restant rationnel pourrait oui, c'est en restant rationnel parce que jouer sur les affects, ils font ça en permanence. Ouais. Pas sur les. Le problème, c'est que c'est souvent sur les mauvais. J'aurais tendance à dire oui, j'imagine, mais après, il n'y a plus qu'à. Ouais. Donc ça voudrait dire que les mauvais amis, que les amis qui s'unissent pour le mal. Les concluseurs. Mais du côté des méchants, il y a des amis aussi. Ah oui, évidemment. Ils se réunissent, ils s'aiment, ils travaillent ensemble, leurs objectifs sont déplorables. Alors, comment est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ce sont forcément de mauvais amis? Est-ce que leur amitié est mauvaise? Est-ce qu'ils ont une mauvaise manière d'être ensemble? Est-ce que leur amitié ne peut pas s'étendre au-delà de certaines limites, qui seraient les limites de leur communauté, de leur classe, de leur sexe, de leur race, de leur vision du monde? Est-ce qu'ils seraient schmittiens dans la mesure où est-ce que ça veut dire que pour eux la politique c'est désigner des ennemis et les abattre ou les réduire? Est-ce que ce serait ça la différence? Est-ce que l'affinité chez eux aurait des limites qui seraient ontologiques en quelque sorte? Est-ce qu'on peut sortir du paradoxe en fait? Ça revient à ça, le paradoxe qui est établi au départ. Oui. Est-ce que finalement il y a quand même, on va trancher en fonction des idées? Mais est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui supportent des causes qui sont vraiment mauvaises et qui ont de bonnes manières? Mais ça, c'est pas c'est ton goût, mais de leur point de vue, c'est une bonne manière. Oui, bien sûr, de leur. Mais... Comment distinguer les manières? Alors, est-ce qu'il y a un ordre des manières? C'est un ordre immanent, forcément, parce qu'il n'y a pas une transcendance qui va être des bonnes manières et des mauvaises manières. Donc, comment tu détermines de manière immanente la qualité des manières? C'est le problème du goût.
Le fait, le goût, oui, on est dans, c'est quelque chose qui est immanent. Après, si tu veux vraiment construire, mais ça fait entrer dans des logiques bizarres, mais il y a des manières, pour le dire dans des termes que j'aime pas du tout, il y a des manières qui sont plus inclusives que d'autres. Inclusive, d'accord. Et donc, si tu prends des méchants, par exemple des esclavagistes, tu vas bien aller voir que la vie de tout le monde n'est pas possible avec eux. Parce que leur mode d'être, leur manière d'être est quand même fondée sur l'esclavage d'une partie de l'humanité. Et alors après, si tu es esclavagiste aussi, tu vas aimer, oui. Mais si on sort du... Si on sort du champ et qu'on a cette distance finalement qui fait un petit peu quand même sortir du paradoxe, on peut très bien dire que dans les manières d'être, il y a un reflet d'un monde politique à vouloir. Et donc c'est évidemment que les gens qui sont amis, même s'ils sont mauvais, il faudra voir leur type d'amitié, ça se trouve ils se trahissent tout le temps, ou pas. C'est pas sûr, en tout cas ils sont amis, ils sont organisés, ils sont très efficaces. Et ils sont plus efficaces que les autres, vu qu'ils sont aux commandes. Donc ils sont mieux organisés. Mais après oui, ça engage de... Mais encore une fois, la question pour répondre Simon, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on va pas vouloir des uns ou des autres ? Est-ce que c'est leur pure position idéologique ? Pardon, j'affirme l'égalité ou j'affirme l'inégalité, ou est-ce que c'est l'expérience de voir comment elle se manifeste dans les manières, cette division ? C'est-à-dire qu'on pourrait très bien sur le papier être inégalitaire, enfin, imaginons, hein, on n'aurait aucune expérience du monde, on nous aurait dit les hommes sont inégaux, d'accord, essayons, allons voir, et fréquenter des gens esclavagistes peut, espérons-le, dégoûter assez rapidement de la position inégalitaire. Oui. Moi, il me semble que la réponse, tu l'as déjà esquissée dans ce que tu as développé au début, quand tu parlais des rapports de domination, en fait. C'est-à-dire que la sensibilité, elle s'adosse quand même à des rapports objectifs, je pense, non ? Dans une certaine mesure. Sans que ce soit l'ultime critère de la sensibilité, mais comme tu parlais de rapports de souffrance qui déterminaient justement cette sensibilité, c'est que cette sensibilité, elle s'adosse quand même à des situations réelles, quoi. Oui, ce que j'avais dit, c'est qu'il y a... Il ne faut pas être relativiste dans ces mesures-là, en fait, parce que ces rapports, ils existent. Sauf que si on dit ça, j'avais dit on a tendance à être plus sensible aux gens avec qui on est du même côté dans les rapports de force. Voilà, il y a des gens qui vont être sensibles aux salariés d'Air France, et il y a des gens qui vont être sensibles aux DRH. Ils sont irréconciliables de ce point de vue-là. Et de ce point de vue-là, il faut peut-être être je ne sais pas s'il faut être relativiste, mais de fait, la logique de goût qui conduit les uns à avoir un scandale d'un côté et les autres de l'autre côté, on peut difficilement en sortir, et il me semble qu'elle se tranche par affinité et par une question de goût, et qui est aussi une question pas d'identification, mais de se dire qu'on est quand même du même côté s'il y a un clivage. Et qu'en fonction des deux côtés, on préfère être dans l'un que dans l'autre. Quand bien même on n'est pas concerné, parce que de toute façon on n'est pas ouvrier chez Air France et on n'est pas ouvrier du tout. Donc c'est pas forcément quelque chose d'identitaire, parce qu'on peut par affinité être d'un côté avec lequel on n'a aucun rapport identitaire. Non, mais enfin, du coup, ce que tu dis par rapport à l'exemple d'Air France, c'est cette sensibilité, justement, elle s'agence autour de ce rapport de force qui préexiste à la sensibilité. Donc la communauté sensible, elle se crée en s'adossant à des rapports de domination objectifs. Oui. Enfin, et du coup, on ne peut pas tomber dans un relativisme où y a-t-il un ami meilleur que l'autre à partir du moment. Est-ce qu'il y a une mauvaise amitié ? Non, c'est une amitié sensible autant d'un côté que de l'autre, hein, sauf qu'il y en a un qui domine l'autre, quoi. Oui. Du coup, la question, il me semble que ta question est tranchée, quoi. Dans cette manière-là. Oui, mais on peut quand même être de n'importe quel côté. Oui, bien sûr. Mais et moi, ce que je pense quand même, c'est que par-delà le simple fait de dire voilà, le rapport de domination est ce qu'il est, et moi je suis de ce côté-là, il y a une influence justement des manières qui expliquent un changement de camp, comme par exemple l'officier là qui passait chez les communistes alors qu'il devait partir d'un anticommuniste bien forcené parce que c'était de meilleures personnes. Et que peut-être qu'il s'est supposé que de bonnes personnes ne pouvaient pas avoir une cause si mauvaise. Et que, en tout cas, ce qu'ils étaient en train d'établir dans les montagnes grecques, c'était des institutions qui donnaient envie de vivre ensemble. Du coup, ma question, c'est est-ce que ces manières, elles dépassent
l'habitude, quoi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est transcendant, qui est impossible à désigner, à nommer, autre qu'avec le mot manière, ou est-ce que c'est déterminé socialement, ethniquement, logiquement, je sais pas comment. Est-ce qu'on peut avoir cette sensibilité avec une société qui n'a rien à voir avec la nôtre, quoi. Ouais. C'est une manière qui est vraiment proprement humaine et universellement humaine. C'est ça. Je n'ai pas posé la question. Donc je vais être prudente. J'avais des petites remarques, c'est par rapport à... Je pensais au cas des ennemis qui peuvent devenir amis. Le cas bien connu de l'Action française et des communistes qui peuvent s'allier objectivement pendant la résistance. Je pensais aussi à deux amis, par exemple Jean Paulhan, qui est l'un des premiers à s'engager dans la résistance en tant qu'écrivain, qui est ami avec Drieux La Rochelle. Drieux qui collabore, qui reprend la NRF, et j'imaginais toujours cette scène, moi, avec beaucoup d'émerveillement. C'est dans le bureau de la NRF, il y a Drieux qui dirige la NRF. Et dans le bureau d'à côté, Jean Paulhan conserve son bureau et organise des réunions avec des résistants. Drieux le sait et le couvre. Et là, il y a une grande circulation entre amis qui sont ennemis, les ennemis qui sont ennemis, et du coup ça colle pas toujours l'amitié, on va dire, par affinité, qui colle avec un même combat. Exemple. Il y a quelque chose qui n'a rien à voir, c'est par rapport au DRH, là, à Air France. J'ai entendu leur nom justement à ce sujet et ils parlaient d'image manquante. J'avais beaucoup aimé cette idée. C'est donc on voyait l'image du DRH se faire taper dessus, enfin façon de parler. Donc évidemment, d'emblée, on peut avoir la pitié à la Rousseau qui vient, et on se dit non mais ce type, je sais pas par exemple qu'il est DRH, j'ai envie de le protéger. Mais il manque l'image manquante d'avant, c'est qu'il y avait les licenciements, et on se dit ah bon, là je comprends mieux. Mais du coup là l'affect il est informé par le savoir, une vérité entre guillemets. Et comme dit le vieux, les gueules. Seul le vrai, seul le tout est vrai. Donc si on a une image totale de la réalité, ce qui n'arrivera jamais, mais on pourrait imaginer un affect qui tendrait asymptotiquement vers la vérité, enfin qui se fondrait à elle. Bon, c'est un peu mystique. Non mais ça marcherait pour Spinoza en même temps. Voilà, et je pensais à lui, du coup, si on avait une image manquante, alors là j'ai une image folle qui me vient, par exemple on apprend qu'en fait le DRH, il manque l'image manquante d'avant. On imagine une mafia qui menace le DRH en lui disant si tu licencies pas, je tue tes enfants, ta femme, tous tes amis, même si tu démissionnes, je fais pareil. Et là on a cette image manquante, on est pris de compassion pour ce type. Mais aussi pour les salariés, enfin les licenciés, on est pris de compassion pour tout le monde. Là, c'est la déchirure. C'est le grand pardon. Donc comment faire quand on a une image complète de... Oui, comme dirait Spinoza, en fait, s'il a été déterminé à faire ça, le DRH, on peut que... De toute façon, il a forcément été déterminé. Il a été déterminé de toute manière. Ce qui était la cause adéquate qu'il a fait. c'est pas possible autrement. Mais Spinoza, le fait que les gens soient déterminés n'empêche pas de les juger. Comme il dit, le chien qui avait la rage était déterminé à mordre, et même s'il a la rage, ça n'empêche pas de le noyer. Ça l'empêchait de nuire. Oui. Non mais c'est vrai que c'est pas mal cette idée, mais je pense que pousser jusqu'au bout, Simone Veil pourrait très bien faire ça. Elle a une telle sensibilité, justement, à toutes les perspectives possibles, qu'au bout du compte, pour elle, la politique, la conscience politique, c'est juste une conscience de la contradiction permanente, et donc du fait que, de toute façon, toute position est mauvaise. Toute la moindre action politique conduit à faire un mal.
Et elle se soucie du mal qui est fait à n'importe qui, même si c'est le mal du DRH. Donc, je suis sûre que Simone Veil, évidemment, elle aurait été du côté des ouvriers, mais elle aurait trouvé ça scandaleux, ce pauvre DRH déshabillé. Et vraiment, quoi, c'est surtout dans ses derniers textes, dans ses textes à partir de 37-38, notamment après la guerre d'Espagne, où pour elle, à un moment, de toute façon, elle veut ne plus faire du politique parce que ça l'affecte trop, et puis ça l'affecte de manière tellement contradictoire et insoluble qu'il n'y a plus d'engagement possible en fait. De toute façon, elle est trop sensible, elle prend tout trop à cœur, et de toute manière, la sensibilité est une autre contradiction dont elle n'arrive pas à sortir. Et d'ailleurs, elle aussi, la question affinitaire joue, mais dans un sens contraire à celui qu'on a vu, c'est-à-dire que quand elle part en Espagne en 1936, combattre avec les anarchistes de la colonne Durruti, elle repart dégoûtée en disant finalement les gens avec qui j'étais allée combattre, ils valaient pas mieux que les fascistes, ils étaient violents avec les femmes, ils adoraient tuer des fascistes, c'est pas pour ça qu'on fait la guerre, voilà. Si c'est pour être avec des gens qui sont juste grisés par l'envie de meurtre, de violence, etc., c'est pas la peine. Et donc elle rentre à Paris et là elle arrête la politique. Donc encore une fois, elle a la manière d'être, pour le coup elle vient briser un engagement parce on n'a pas trouvé d'amis avec qui agir, et finalement tout l'itinéraire de Simone Veil, c'est assez triste, mais c'est comme ça, à chaque fois elle est dans des milieux avec qui elle veut agir, et puis elle est déçue par les gens, parce qu'ils retournent tous dans les mêmes travers, etc., et puis donc elle change de milieu, et puis elle est de nouveau déçue, et à la fin elle arrête, sauf au moment de la guerre, où là les enjeux sont trop grands, et donc elle y retourne, et jusqu'à mourir. Mais à Londres, ça aussi à Londres, pas Oui, non, mais à Londres encore plus, mais alors du coup à Londres elle demande carrément d'être en une mission sacrificielle, et puis elle se laisse mourir à l'hôpital, quoi. Mais elle ne peut pas prendre en charge le monde parce qu'en fait elle a trouvé personne avec qui le prendre en charge. Alors quand c'est le prochain, et de quoi parleras-tu? Une date maintenant, c'est important. Le 2 mars. Le 2 mars. Et quel texte Alors, Et de voir les vacances, faut lire pour le 2 mars. Donc la crise de la culture, l'article, hein, pas tout le livre. Donc la crise de la culture, mais éventuellement je peux... C'est au même endroit? Je sais pas. Il faudrait que je regarde. Parce que là ça bouge. Donc la crise de la culture, c'est dans la crise de la culture, c'est un des articles. Et puis... Mais éventuellement, je peux faire quelques photos de texte et puis les envoyer. Est-ce que vous aurez l'occasion de réaborder Virginia Woolf ou... C'est une demande. Ah, c'est une demande masquée. J'avais pas forcément prévu cette année, mais pourquoi pas faire le sens dessus. Parce que finalement, le personnage de Septimus dans Mrs. Dalloway représente vraiment cette... oui, voilà, raison sensible qui en même temps est beaucoup trop... là, pour le coup, le sensible prend beaucoup trop le pas sur... Oui, Septimus, il est dévoré par la sensibilité. Mais ce qui est intéressant dans Mrs. Dalloway, c'est qu'elle étudie tous les rapports entre la sensibilité et la raison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont que raison, qui sont dépourvus de sensibilité, et donc qui ne comprennent rien à la politique, et d'autres qui sont entièrement sensibilité et qui se détruisent, en fait, d'être trop sensibles. Et donc, il y a la raison sensible de Clarissa, entre toutes ces positions. Donc, il y a la crise de la culture là-dedans. Et dans Question de philosophie morale, j'ai indiqué les références là, je crois, pour le premier texte. Dans responsabilité et jugement, on peut voir ça aussi. Donc je pensais commencer à aller voir comment c'est vraiment fait chez Hannah Arendt pour pas lâcher la question vraiment affinitaire, parce que après si on passe chez Mrs. Dalloway, on quitte la question affinitaire du départ. Et puis mais donc Mrs. Dalloway, j'y penserai. Il y a une séance donc qui sera avec Feriel ou avec un piano, etc. Elle fera des analyses d'opéra, qui est l'avant-dernière, donc pour en mai, j'imagine. Et j'imaginais aussi faire, peut-être, pour commencer cette histoire du rapport entre raison et compagnie, sensibilité, donc une séance, un bout de séance au moins, où je relirai un petit peu la Boétie. Donc ça peut... Je vous autoriserai à pas venir cette fois-là. Et voilà. Mais donc la fois prochaine, je pense continuer sur Arendt. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.